Pendant un demi-siècle, Sigmund Freud vécut à Vienne dans une rue tranquille du 19 de la Bergasse. Dans cette maison, il pratiqua la psychanalyse et rédigea son œuvre. Explorateur des profondeurs de l'inconscient et initiateur d'une des grandes aventures intellectuelles du XXe siècle, il voulut toute sa vie éclairer le côté nocturne de l'âme. Son divan fut un lieu d'investigation, un laboratoire où il reçut de ses malades son expérience et son savoir clinique. Il brisa les tabous liés à la sexualité et permit aux femmes de s'émanciper. Après avoir construit l'essentiel de ses théories, il décida de réunir chez lui un groupe d'hommes, médecins, historiens, écrivains, pour former la première association freudienne, la Société psychologique du mercredi. Autour de la longue table ovale, les hommes du mercredi sont de plus en plus nombreux. Comme le monde dans lequel ils vivent, ils sont déchirés par des conflits. Le désir qui les pousse à comprendre leurs semblables est d'emblée une interrogation sur eux-mêmes, sur leur enfance, leurs parents, leur identité. Presque tous sont juifs. L'un d'entre eux, Karl Kraus, est célèbre pour la férocité de sa plume. Critique littéraire et politique, il fonde un journal, dit Fackel, le flambeau, dans lequel il dénonce la corruption et les idées progressistes. Il devient un redoutable adversaire de la psychanalyse. Un de ses aphorismes est resté célèbre. La psychanalyse invente les maladies qu'elle prétend guérir. Il est aussi un adversaire du mouvement féministe naissant. L'idée dominait que si les femmes sortaient du modèle de la famille patriarcale, la société entière risquait d'être anéantie par un virus de féminisation et d'abaissement des valeurs viriles. Rien ne ressemblait plus à cette image et à cette peur de la déchéance que le long règne de l'empereur François-Joseph. Sombrant progressivement, il paraissait accablé sous le poids d'une féodalité d'un autre âge. Lorsque Freud ouvre son cabinet privé, il soigne surtout des femmes de la bourgeoisie viennoise atteintes de névrose, maladie des nerfs, neurasthénie, hystérie. C'est en 1889 qu'une patiente, Fanny Moser, ordonne à Freud de s'écarter d'elle et de ne plus bouger. « Ne me parlez pas, dit-elle, ne me touchez pas, écoutez-moi. » J'abandonnai donc l'hypnose et ne retins d'elle que la position couchée du patient sur un lit de repos, derrière lequel j'étais assis, de sorte que je le voyais, mais sans être vu de lui. Il invente le divan. Il se retire pour que la parole, pour que ce soit la parole qui devienne l'acte thérapeutique elle-même. Il n'y a plus rien, il n'y a plus de magnétisme, il n'y a plus d'hypnose, il n'y a plus de regard, il n'y a plus que la parole. C'est beaucoup plus intéressant que d'aller chercher dans l'inconscient endormi. Et donc les patients prennent l'habitude de raconter leurs souvenirs d'enfance, leurs fantasmes, etc. Passionné par ces découvertes, Freud laisse le sujet parler librement. En écoutant cette parole chaotique, il assigne à la sexualité une place fondamentale. Elle détermine la vie psychique. La névrose n'est pas une maladie insolite, mais la conséquence partagée par beaucoup de conflits infantiles non résolus. Cette compréhension des névroses a lieu au moment où Freud rencontre un médecin berlinois, Wilhelm Fliess. Il devient son indispensable ami. Fliess had very strange theories. He was a specialist, ear, nose, and throat specialist, and he believed that the role of the nose, or catarrh of the nose, or something, would be some have a crucial influence on sexuality and help in the prognosis as well as diagnosis. Freud went along with this and exchanged ideas with him. Et Freud va avoir un amour fou pour cet homme, qui est un peu son alter ego pendant des années, avec lequel il correspond. On a appelé ça la naissance de la psychanalyse, parce qu'à travers toutes ces lettres, c'est l'époque où il élabore toutes ces théories, la bisexualité, la théorie de la séduction, sa première théorie de l'appareil psychique. Toutes les nuits, entre 11h et 2h, je n'ai fait qu'imaginer, transposer, deviner, pour ne m'interrompre que lorsque je me bouillonne et fermente en moi, et je ne fais qu'attendre de nouvelles. Nous n'échouerons pas, mon cher Wilhelm. Au lieu du passage que nous cherchons, nous découvrirons peut-être des océans, dont nos successeurs... C'est à ton intention, cher ami, que je relate tous ces faits.
On sait généralement que la neurasthénie est fréquemment due à une sexualité anormale, mais ce que je soutiens, c'est que la neurasthénie n'est qu'une névrose sexuelle. Wilhelm Fliess vit à Berlin. Freud et lui se retrouvent régulièrement pour de longues discussions auxquelles ils donnent le nom de congrès. Ils échangent leurs idées mais aussi leurs malades. À travers cette relation passionnelle, Freud tâtonne et adopte toutes sortes de théories extravagantes. C'est en se trompant, puis en rectifiant ses erreurs, qu'il construit ses principales hypothèses. T'ai-je déjà révélé, oralement ou par écrit, le grand secret clinique? Je suis encore tout en dessus-dessous, à peu près certain d'avoir résolu le problème de l'hystérie et de la névrose obsessionnelle en trouvant la formule du choc sexuel et de la volupté sexuelle infantile. Quand par exemple il élabore sa théorie de la séduction, c'est-à-dire quand il pense que à l'origine de toute névrose, il y a un traumatisme réel, c'est-à-dire les enfants ont subi des traumatismes sexuels réels dans leur enfance. Que fait Freud? Il ne se contente pas d'être un homme de laboratoire qui va faire des recherches comme sur des grenouilles. Il se dit, mais ça a pu m'arriver à moi. Donc, Freud va être habité par une interrogation sur lui-même. Je crois que c'est ça, la grande force de la psychanalyse et de Freud, c'est que, au lieu de considérer le malade et le patient comme un objet à étudier de l'extérieur, il passe d'abord par une analyse de lui-même pour savoir s'il n'a pas vécu lui-même la même chose. Les savants de la fin du siècle attribuent une grande importance à la sexualité. Freud pense d'abord que toute névrose a pour origine une séduction réelle vécue dans l'enfance, viol ou attouchement. Puis il renonce à cette hypothèse d'une corruption naturelle de la société. Les abus et les violences existent dans les familles, mais la séduction ne rend pas compte de l'imaginaire sexuel propre à chaque sujet. Freud invente alors la théorie du fantasme. Et si on veut vraiment comprendre ce qui se passe dans l'inconscient et ce qu'est le trouble psychique, eh bien, l'hystérique est habitée par des réminiscences, des fantasmes. Et c'est elle-même qui invente des séductions qui n'ont pas eu lieu. Bonsoir, que vaut la parole d'un enfant face au système judiciaire français? Quelle est sa chance d'être entendu lorsqu'il est confronté à des actes de violence sexuelle? Toutes les conditions sont-elles réunies pour qu'il puisse se décharger de ce fardeau? Ce que Pierre, Marie et Sylvie racontent de leur petite enfance ressemble à un cauchemar. Ce qu'ils ont vécu ensuite ressemble cette fois à un déni de souffrance. Pourquoi la justice ne les a-t-elle pas entendus, en tout cas pas comme il l'aurait souhaité? Comment la police a-t-elle mené son enquête? Pendant 1 an et demi, notre équipe a reconstruit patiemment le parcours et le drame de ces enfants et elle a tenté de comprendre pourquoi et comment la loi du silence avait peu à peu repris ses droits. En France, ce n'est pas une magistrature que nous avons, c'est une véritable magistrature. Nous savons de quoi nous parlons, nous sommes de la boutique, nous sommes du système. Je suis ancien Sciences Po et juriste de 3e cycle avec mention, ma sœur est aussi dans ce cas, nous sommes enfants de magistrats et je peux vous dire que notre mère a vu pas mal de choses pendant des années en tant que femme de magistrat. Je vais vous soumettre au témoignage d'un magistrat, il s'appelle Laurent Léguevac. Il a été juge d'instruction pendant 15 ans, il a démissionné il y a 1 an parce qu'il a trouvé que, d'une certaine façon, la magistrature lui demandait de faire preuve d'inhumanité. En tout cas, qu'il n'y avait plus de place pour l'humanité dans ce métier-là et qu'il n'en pouvait plus. Et il est très très dur, vous allez l'entendre, très très dur avec ses anciens collègues. It was possible for me from an early age to enter what is the world of the elite and what we know as the Illuminati. That's mainly the work for a pyramid of power that ends up in Jerusalem and Rome and that represents both the Vatican and the Chinese Catholics. Together united to perform what they would like to be the New World Order.